Si tu penses qu'être développeur senior, lead dev ou architecte, eh bien c'est uniquement conditionné par le temps depuis lequel tu fais le développement, ou même que CTO c'est l'étape ultime dans ta carrière de développeur, je pense que tu fais une grosse erreur. Ça fait plus de 8 ans que j'ai commencé le développement et j'ai vu énormément de devs faire cette erreur. Et c'est tout simplement de confondre l'ancienneté, l'expérience et l'impact que ça va avoir sur l'évolution de ta carrière. Contrairement à ce que tu pourrais penser, ces différents rôles dont je viens de te parler, eh bien, ils vont nécessiter des compétences, des postures et des mindsets vraiment différents. Donc c'est vraiment important, si tu veux, de faire la différence entre ces différents rôles, les différentes responsabilités qu'on va attendre de toi à chacun de ces niveaux, pour qu'en fait tu puisses savoir où est-ce que tu veux aller. Et je te conseille vraiment de rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que ces quelques minutes, eh bien, elles peuvent t'aider à comprendre les différences de chacun de ces rôles, de chacun de ces postes, pour que derrière, eh bien, tu puisses orienter ta carrière vers ce qui te passionne le plus. Avant qu'on entre dans le détail de chaque rôle, c'est important qu'on parle d'une fausse croyance. C'est cette idée reçue comme quoi le parcours d'un dev est classique, que tu as un chemin normal, logique si tu vas suivre, et que en fait tous les développeurs devraient suivre ce même chemin tout au long de leur carrière. Et tu vois en fait cette progression, c'est très souvent tu es développeur junior, puis tu passes développeur senior, puis lead dev, puis architecte, puis CTO. Personnellement, quand je suis sorti d'école, c'est vraiment ce que j'avais en tête. Et en fait, c'est hyper normal parce que tu te dis, au fur et à mesure, tu vas occuper ce métier, tu vas travailler, tu vas développer tes compétences, qu'elles soient techniques ou autres. Et du coup, forcément, tu as quand même une espèce de hiérarchie. Mais tu vois, cette vision, eh bien, elle pose deux problèmes majeurs. Le premier, c'est qu'elle va suggérer que chaque rôle est mieux que le précédent. Par exemple, en tant que lead dev, eh bien, tu serais meilleur qu'un dev senior. Qu'en tant qu'architecte, tu serais meilleur qu'un lead dev. Et pareil pour le CTO. Là, ça serait vraiment le step ultime. Limite, tu es à la fin de ta carrière et là, tu es au top du top. C'est vraiment le Graal, quoi. Mais en fait, ça, c'est complètement faux. C'est complètement faux parce que ce qu'il faut bien que tu comprennes, c'est qu'il s'agit de rôles différents qui vont demander des responsabilités différentes, qui vont demander des compétences différentes, des postures différentes. Donc tu peux pas vraiment le comparer. C'est pas une histoire de hiérarchie, c'est des métiers qui sont différents et on va pas attendre la même chose de toi. Et le deuxième problème que ça peut te poser, c'est tout simplement que ça peut te pousser à viser un poste qui est entre guillemets au-dessus du tien, alors que ce poste n'est pas forcément adapté pour toi. Tu as beaucoup d'excellents développeurs qui feraient de très mauvais lead dev. De la même façon que tu vas avoir des profils qui sont très très bons en tant qu'architecte, mais qui serait pas bon aussi en lead dev. Dans la suite de cette vidéo, eh bien, on va décortiquer chacun de ces rôles pour que tu puisses voir ces différents postes, te rendre compte si c'est quelque chose qui t'attire ou pas, et que tu puisses faire un choix pour la suite de ta carrière. C'est aussi important de noter que le choix que tu peux faire maintenant, par exemple, c'est absolument pas engageant pour la suite. T'as rien qui est gravé dans le marbre, mais ce qui est important, c'est surtout qu'est-ce que toi t'as envie. Pour commencer, on va parler du métier de développeur et on va surtout s'attarder sur la différence entre développeur junior et développeur senior. C'est, je pense, un point sur lequel il y a énormément de confusion. Tu as beaucoup de personnes qui vont considérer que tu vas te baser sur le nombre d'années d'expérience pour définir si tu es senior ou si tu es junior. Mais en fait, ça, tu vois, ça peut te mener à des situations absurdes où tu vas avoir des développeurs qui, pendant 5 ans, 10 ans, vont faire du copier-coller, qui vont être considérés comme seniors, alors que derrière, eh bien, tu auras des personnes qui sortent d'école depuis relativement récemment, qui vont peut-être avoir 1 an, 2 ans d'expérience, par contre, qui vont faire des projets, qui vont être confrontés à plein de problématiques différentes, qui vont vraiment, en fait, apporter énormément de valeur aux équipes. Le problème, c'est que si tu t'arrêtes sur les années, tu pourrais penser que le premier profil développeur sera plus efficace, apportera plus de valeur que le deuxième, mais en réalité, c'est vraiment totalement faux. Je me souviendrai toujours de la phrase que m'a dit donc un mentor que j'ai eu sur une de mes premières missions, c'est Arthur, ne confonds jamais ancienneté et expérience. Ce qui va compter, c'est vraiment, si tu veux, les problématiques que tu vas rencontrer, les contextes que tu vas rencontrer. Et franchement, tu peux être, même en sortant d'école, même avec beaucoup moins d'ancienneté, tu vas pouvoir être beaucoup plus efficace et apporter beaucoup plus de valeur que des développeurs qui vont faire la même chose depuis 5 ans, 10 ans, voire plus. Maintenant, en fait, si on part du principe que le nombre d'années d'expérience, c'est pas ça ce qui va différencier un développeur junior d'un développeur senior, c'est quoi un développeur senior ? Là, ce que je m'apprête à te partager, c'est ma vision d'un développeur senior et en tout cas, ce que je vais m'attendre à retrouver chez quelqu'un qui va se dire développeur senior. Pour moi, quelqu'un qui est senior, c'est quelqu'un qui va être autonome techniquement. Tu vois, la différence, c'est que tu vas plutôt lui dire quoi faire, mais tu vas pas lui dire comment. Le fait du coup de trouver les bonnes solutions techniques, les bonnes façons de l'implémenter, je m'attends à ce que cette personne soit en mesure de le faire de façon autonome. Et typiquement, c'est qu'il va choisir les bonnes techniques, les bons outils, les bons patterns quand il faut s'en servir. Et surtout, il va savoir expliquer et justifier ses choix. Là, typiquement, quelque chose que je trouve assez dangereux, c'est quand on demande, tiens, pourquoi est-ce que tu as fait ça ? Ah parce que c'était fait comme ça ailleurs. Parce que j'ai trouvé du code ailleurs qui faisait la même chose. En fait, si tu sais pas expliquer, que tu sais pas justifier ce que tu fais, mais pour moi, c'est que tu es encore dans cette phase où tu es un peu plus junior parce que, et c'est tout à fait normal au début, tu as besoin d'être guidé, tu as besoin de voir des exemples, de t'en imprégner et du coup, tu vas forcément t'en inspirer.
Par contre, tu as un moment où c'est bien de t'en inspirer, mais où c'est aussi important de comprendre pourquoi est-ce que les choses sont faites comme ça, pour que derrière, lorsque tu vas être confronté à une problématique qui sera similaire dans un contexte différent, eh bien, tu vas être en mesure d'appliquer ce que tu as appris avant ou ce que tu as déjà vu en l'adaptant au contexte que tu rencontres. Ensuite, tu as quelque chose pour moi, tu vois, que je considère important et que je vais m'attendre à retrouver chez développeurs seniors, c'est que ce qu'ils connaissent, ils puissent aussi l'expliquer à d'autres membres de l'équipe. Ils puissent l'expliquer à d'autres membres de l'équipe, donc il n'est pas, tu vois, cette connaissance, c'est peut-être un excellent technicien, mais il va aussi pouvoir expliquer quand tu as des plus juniors qui vont chercher justement à rejoindre le projet, qui auront besoin de monter en compétences, et il pourra l'expliquer ça. C'est aussi quelqu'un, si jamais tu es dans un système où tu fais des code reviews avec des pull requests, qui va être en mesure de te faire des commentaires pertinents sur, si tu veux, vraiment les points sur lesquels il faut reprendre. Voilà. C'est-à-dire que, moi je prends l'exemple, quelqu'un qui est junior, qui est censé avoir quelqu'un qui a plus d'expérience avec lui dans l'équipe, et que la seule retour que la personne va lui faire, ça va être par rapport au formatage, par rapport à si tu manques des points-virgules ou des choses comme ça, ben ça, c'est pas vraiment les retours qui auront le plus de valeur. Donc moi, c'est vraiment une compétence importante, tu vois, c'est qu'il y a une certaine compétence technique, mais tu vas aussi pouvoir élever, on va dire, ton équipe, sans forcément que ce soit ton activité principale, mais qu'au moins tu puisses échanger dans le contexte d'équipe. Tu vois, t'es pas tout seul, et c'est vraiment que tu puisses travailler avec les gens et que les gens puissent travailler avec toi. Pour moi, tu as un troisième point qui est important et que je m'attends à retrouver chez un profil qui est plus senior, c'est qu'il va plus loin que le code. C'est peut-être mon point de vue, mais je trouve que faire du code uniquement pour le code, ça sert à rien. La technique pour la technique, ça apporte pas grand-chose, mais en fait, c'est plutôt que tu vas avoir un besoin à répondre. Le besoin, ça va être celui de ton entreprise, de ton client, de ta mission. En fait, peu importe que tu sois en freelance ou en CDI, mais en fait, on va venir vers toi avec une problématique. Et cette problématique, ça va quand même nécessiter que tu puisses comprendre le métier, le contexte dans lequel tu vas y répondre pour que tu puisses proposer la meilleure solution. Et la meilleure solution, c'est pas forcément du code. Et il y a aussi quelque chose qui est important, c'est que très souvent, ton client il va venir te voir avec ce qu'il pense être une problématique, mais en fait, c'est pas vraiment une problématique. Très souvent, ton client, il risque de venir te voir avec la solution qu'il a envisagée pour répondre à sa problématique. Donc, tu vois, pour moi, le fait de creuser le besoin, de poser les bonnes questions pour trouver le vrai besoin qui va se cacher derrière ces demandes, de s'intéresser au métier, moi, c'est quelque chose personnellement que je vais m'attendre d'un profil plus senior. Et tu vois, de façon générale, ça va être un profil qui va être en mesure d'anticiper les problèmes, d'avoir une vision globale du contexte sur lequel il intervient. Donc, ça va considérer le développement, mais ça va aussi être, par exemple, si tu es sur le front, aussi de comprendre comment est-ce que fonctionne le back, quelles sont les problématiques que tu peux rencontrer. C'est pareil, tu vois, de savoir interagir avec les différents membres de l'équipe, mais qui ne sont pas des membres tech. Par exemple, si tu dois échanger avec des designers, derrière avec tes PO. En fait, c'est vraiment cette compétence, si tu veux, de pouvoir quand même échanger avec l'ensemble de ton équipe, de comprendre le contexte de façon globale et de pouvoir vraiment amener des réponses aux problématiques en étant en mesure de les expliquer, de les justifier, et du coup, même sans être forcément expert sur chacun de ces aspects, mais de pouvoir les comprendre pour pouvoir les prendre en compte dans les solutions que tu vas proposer. Et il y a un dernier point, et qui peut te sembler paradoxal, mais pour moi, un développeur senior, c'est aussi quelqu'un qui va être en mesure de te dire qu'il ne sait pas. Tu pourrais te dire que c'est plutôt quand tu débutes en fait que tu sais pas quelque chose. Mais le fait justement de savoir en fait ce que tu sais et de reconnaître ce que tu ne sais pas, non seulement c'est hyper puissant parce que tu vas faire comprendre en fait aux interlocuteurs avec qui tu travailles tout simplement que tu as peut-être besoin de plus d'informations. C'est pas un profil qui va te dire des choses fausses parce qu'il a peur d'avoir tort. Et tu as peut-être une notion d'ego là-dedans, mais c'est quelque chose qui est super dangereux. Et quand tu débutes, je sais que personnellement, quand je débutais, mais je trouve que c'est très compliqué en fait d'oser dire que tu ne sais pas quelque chose, que tu n'as pas la réponse ou que tu ne sais pas comment on fait. Mais en fait, c'est beaucoup plus sain dans les échanges que tu peux avoir avec tes différents interlocuteurs parce que ça te permet vraiment de t'assurer que tout le monde est au même niveau. Et c'est beaucoup plus dangereux en fait quelqu'un qui va te dire oui je sais, mais qui va faire quelque chose de faux, qui va te faire perdre du temps, qui va peut-être te faire partir dans la mauvaise direction, contrairement à quelqu'un qui va dire ça franchement je sais pas, je n'ai aucune idée, mais on va regarder, on va trouver une solution, ou alors est-ce que tu peux continuer de m'expliquer, parce que en fait ce profil là va te faire gagner énormément de temps
en qualité. Et au final, de travailler avec quelqu'un comme ça au quotidien, c'est beaucoup plus agréable et surtout ça apporte beaucoup plus de valeur. Donc si tu débutes dans le développement et que tu considères que tu es encore junior, je pense que c'est quand même important de s'intéresser à la technique, de justement d'avoir des compétences techniques qui sont de plus en plus solides et de vraiment de maîtriser les fondamentaux. Parce qu'en fait, tu verras que peu importe la techno, la librairie, le framework que tu utilises, tu as beaucoup de concepts en vérité qui sont vraiment très très similaires et c'est toujours les mêmes, back comme front comme mobile, tout ce que tu veux. Par contre, plutôt que de t'attacher uniquement aux compétences techniques, voilà, je te conseillerais quand même de développer un peu ton autonomie, l'impact que tu peux avoir sur l'équipe, la façon que tu vas échanger avec le reste de ton équipe et ta compréhension du contexte sur lequel tu interviens. Parce que pour moi, c'est vraiment, si tu veux, ces critères qui vont te faire passer d'un profil plus junior à un profil plus senior. Ok, donc maintenant, je vais te parler du rôle de lead développeur et tu pourrais être surpris parce que c'est là que tu commences pour moi à avoir quelques changements et que tu commences à avoir tes premières différences avec le rôle de dev. Et une erreur que je vois très souvent, c'est de penser qu'un lead développeur, ça va être le développeur qui a la plus grosse compétence technique, la plus grosse expertise technique. Et en fait, on peut un peu voir ça comme une sorte de super développeur senior, tu vois. Et tu vois, pour moi, c'est un rôle qui est différent, qui va te demander d'autres compétences, tout en maintenant quand même une certaine expertise technique. Déjà, le premier point à noter, c'est que si tu es lead dev, tu dois quand même conserver un niveau technique, une expertise technique. Tout simplement parce que tu vas être amené à prendre des décisions techniques sur ton projet, à changer les solutions qui vont être proposées par les autres membres. Et pour ça, si tu veux, c'est quand même compliqué d'occuper ce rôle si jamais tu n'es pas à l'aise techniquement parce que tu as quand même une certaine crédibilité à avoir. Et surtout, ça va être compliqué de venir changer des solutions si derrière tu ne les comprends pas ou que tu n'es pas en mesure de voir, si tu veux, les avantages, les inconvénients et les risques que ça pourrait amener. Mais pour moi, quand tu es lead dev, tu as aussi une partie communication qui est plus importante. Ça va être la communication déjà avec ton équipe. Moi, personnellement, même pour les membres qui sont plus juniors, je trouve que tu as peut-être plus ce rôle de support, de vraiment d'être sûr de pouvoir les accompagner en fait pour qu'ils puissent progresser. Et même de manière générale, qu'est-ce que tu vas pouvoir mettre en place sur ton projet pour que les autres membres de son équipe puissent travailler le plus efficacement possible. Toi, typiquement, c'est que ça va être à toi de trancher pour certaines décisions, de quelle techno est-ce que vous allez utiliser, pourquoi et pourquoi pas, quel pattern est-ce que vous allez mettre en place, tu vois, comment, de façon générale, comment est-ce que tu peux structurer comme ça toute une application pour permettre à la fois à ton équipe d'aller le plus vite possible, d'être dans les meilleures conditions pour travailler, mais aussi de délivrer le maximum de valeur pour ton client, pour ta mission ou de l'entreprise dans laquelle tu travailles. C'est vraiment important et ce côté communication, en fait, il ne s'arrête pas au sein de l'équipe tech parce que tu vas être amené à échanger de plus en plus avec les autres équipes, avec les product owners, avec les différentes parties prenantes, avec peut-être potentiellement des utilisateurs finaux. Et tu as une compétence du coup qui est importante vis-à-vis de ça, c'est même si tu as un profil qui est issu de la tech, de savoir vulgariser et de savoir parler avec quelqu'un qui ne vient pas de ce milieu. Tout simplement parce que, en fait, si tu parles très technique comme ça à un profil qui ne l'est pas, vous n'allez pas vous comprendre et du coup, il n'y a pas forcément comprendre les problématiques que ça a posées. L'exemple le plus parlant, c'est que lorsque tu vas échanger avec, par exemple, ton product owner, en fait, ce qui l'intéresse, c'est pas trop les détails techniques, c'est pas là en plus qui pourra te changer et tout. Par contre, lui, c'est plutôt par rapport aux besoins. Donc, le fait que tu puisses réussir, si tu veux, à faire comprendre qu'il y a une problématique technique, à la vulgariser pour qu'il puisse comprendre en fait qu'est-ce que, par exemple, ce qu'il va te demander comme besoin, qu'est-ce que ça va être l'implication, lui à son niveau. Est-ce que du coup ça peut impacter les utilisateurs finaux? Est-ce que ça peut dire que en fait ça peut être des problématiques de performance? Est-ce que mais tu vois, c'est vraiment important de sortir uniquement de ce prisme tech et de pouvoir l'ouvrir en fait pour échanger avec vraiment l'ensemble de l'équipe et d'être en mesure de vulgariser sur toutes ces problématiques. Donc tu vois, en fait, pour moi, quand tu as ce rôle-là, tu es un peu un mentor pour ton équipe tech, pour les aider à grandir, à se développer, à prendre les bonnes décisions en fait, pour qu'ils puissent travailler dans les meilleures conditions possibles, mais aussi avec le reste de l'équipe, tu as ce rôle de communicant, peut-être un peu de passe-place si tu veux, pour faire comprendre le besoin. C'est un rôle pour moi qui demande de bonnes compétences techniques, mais aussi de bonnes compétences sociales, un bon relationnel. Et tu verras qu'en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le métier de dev, en tout cas c'est la vision que j'en ai, les choses les plus compliquées, c'est pas la partie tech, c'est pas le code, mais c'est vraiment ce côté social. Parce que tu vas être amené à très souvent échanger avec plein de personnes différentes, à ce que toutes ces personnes, vous devez toutes vous comprendre, tout simplement pour être sûr d'aller dans la bonne direction, dans le bon sens,
sens, de proposer les bonnes solutions, de comprendre les bons problèmes. Et ce côté social, en fait, tu verras qu'il peut prendre de plus en plus de place, mais c'est aussi super intéressant. Tu vas devoir prendre des décisions, tu vas échanger avec d'autres interlocuteurs. Il va falloir que tu conserves un bon niveau technique et il faudra aussi que tu apprennes aussi un peu à lâcher du lest parce que tout simplement, c'est pas toi qui vas forcément écrire tout le code. Ça va peut-être être d'autres personnes de ton équipe. Ce que tu vas rechercher, c'est plutôt comment est-ce que tu peux faire en sorte pour faire cohabiter tout ça et que du coup chacun puisse fournir le meilleur travail possible et que l'ensemble de l'équipe puisse délivrer le plus de valeur possible. Ok, donc maintenant on va parler du rôle d'architecte et tu verras que c'est encore une évolution différente. Déjà, il y a quand même un point qui est à noter, c'est que le rôle d'architecte, ça va aussi dépendre du contexte dans lequel tu te situes. Généralement, pour moi, c'est plutôt dans les grands groupes, dans les grandes entreprises sur lesquelles tu vas avoir ce type de profil. Tu vois, sur les startups ou sur les petites TPE ou PME, ça sera moins pertinent tout simplement parce que c'est un profil qui va être beaucoup moins ancré par rapport à l'équipe, mais sa responsabilité, lui, ça va plus être en fait de faire cohabiter, si tu veux, de façon sur le plan technique, de faire cohabiter l'ensemble des systèmes de ton entreprise. Tu vois, quand tu es architecte, ce qui va t'intéresser, ça va pas être savoir, tiens, est-ce que cette feature elle est bien faite, est-ce que là ton code il est propre, c'est pas assez problématique, c'est plutôt en fait prendre encore un peu plus de distance, un peu plus de hauteur par rapport à ça, et ça va plutôt être, ok, c'est quoi l'objectif de l'entreprise? Ça va être ça. Et mais du coup, on a tel besoin métier, ça veut dire que ça va être réparti par exemple sur le projet A, B et C. Comment est-ce que les deux, en fait, ils vont se connecter? Comment est-ce qu'ils vont interagir? Ils ont une vision qui va être beaucoup plus macro que vraiment comment est-ce que ça va être implémenté et techniquement comment est-ce que tu vas le faire derrière. En fait, quand tu es architecte, tu vas pas t'intéresser à la performance d'une équipe en particulier, mais tu vas plutôt porter ton attention sur la cohérence technique de l'ensemble du système. T'imagines bien que ce rôle, il va te demander une expérience technique qui va être plus pointue que quand tu es développeur senior. Et là, tu auras vraiment besoin, si tu veux, de comprendre en profondeur comment est-ce que tes systèmes vont interagir entre eux, de maîtriser les différents patterns d'architecture, de savoir gérer des problématiques de scalabilité, de sécurité et de performance à grande échelle. Et tu vois, typiquement, c'est pour ça que tu vas plus retrouver ce genre de profil dans des grands groupes ou déjà dans des entreprises qui ont une certaine taille. Plutôt que dans des startups ou des petits groupes. Après, tu vois, même si ça te demande de prendre de la hauteur en fait sur ce que tu as proposé, c'est quand même un rôle qui va te demander de savoir communiquer et de savoir faire des compromis. Tu vas devoir comprendre déjà les contraintes business de l'entreprise pour laquelle tu travailles, de ton client, pour pouvoir proposer des solutions adaptées. Tu vas du coup devoir convaincre les équipes et le management de tes choix techniques pour que derrière ils puissent l'implémenter. Et puis derrière, il va quand même falloir que tu sois en mesure d'accompagner les équipes quand même, pour qu'ils puissent mettre en place ce que toi tu préconises. Mais ce que tu vas devoir faire, c'est que tu vas aussi être capable de devoir en fait accepter que ce que tu proposes, ça correspond pas forcément à certaines contraintes, qu'il va y avoir des compromis à faire et du coup que tu vas devoir adapter ta solution. C'est pour ça qu'en fait, tu vois, quand tu as un rôle comme ça, quand tu es architecte, tu peux pas simplement te dire tiens, j'ai fait ça ailleurs, tu peux pas juste faire un copier-coller. Il faut vraiment que tu aies une compréhension en profondeur de comment est-ce que tu vas faire les choses, du contexte, pour pouvoir lier le tout et derrière proposer les solutions les plus pertinentes possibles. Et tu vois, personnellement, je trouve que le rôle d'architecte, moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse et pour lequel j'ai envie d'évoluer, tout simplement parce que j'ai l'impression que très souvent tu vas rester dans la préconisation, c'est-à-dire que tu vas penser une solution à grande échelle, tu vas regarder dans les grandes lignes comment est-ce que tous les systèmes vont s'interfacer et ça effectivement c'est hyper intéressant et ça apporte beaucoup de valeur, mais sur les différents contextes sur lesquels je suis intervenu, ce que j'ai aussi observé c'est que je trouve que tu as tellement de recul en fait que tu peux pas forcément être au courant des points de friction qu'il y a à implémenter ces solutions. En fait, je pense que c'est important, quel que soit le niveau sur lequel tu interviens, que tu sois dev, lead dev, archi ou tout ce que tu veux en fait, mais quand tu implémentes quelque chose, de rester suffisamment longtemps dessus et en fait de pouvoir suffisamment l'éprouver pour voir qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche pas, où est-ce qu'il y a des points de friction, que ce soit par rapport à toi, par rapport à l'équipe, comment est-ce que ça peut être adopté, comment est-ce que ça peut être compris. Et moi, je trouve que c'est un rôle où, en fait, tu as tellement de recul par rapport à ça, tu as tellement une vision qui est globale, que c'est pas des problématiques forcément auxquelles tu vas être confronté. Parce que c'est pas ton rôle, donc c'est tout à fait normal. C'est pas forcément l'évolution, on va dire, de lead dev. Peut-être qu'à un moment, c'est quelque chose qui m'intéressera, mais en tout cas, pour l'instant,
c'est pas le type de poste que j'ai envie d'occuper parce que c'est pas les problématiques en fait sur lesquelles je m'éclate à traiter quoi. Maintenant, on va parler du rôle de CTO et déjà, je dois te préciser que ce rôle, c'est pas un rôle que j'ai endossé personnellement, mais à travers les différents échanges que j'ai eus donc avec des CTO ou à travers mes différentes expériences, j'ai vraiment l'impression que c'est le rôle le plus mal compris dans la tech. Tu vois, en fait, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai encore vu quelqu'un qui a posté sur LinkedIn une annonce en disant qu'il était dispo et en disant je recherche un rôle de soit dev senior, lead dev ou CTO. Déjà, tu as bien vu que les deux premiers rôles n'ont rien à voir, mais je pense que le CTO, c'est un rôle qui est encore plus différent de tous ceux qu'on a pu voir jusqu'à présent. Mais tu vois, en fait, le CTO, c'est pas le dev ultime, c'est pas le chef des architectes et même si tu as quand même un socle technique qui va être quand même très, très ancré, que tu as besoin de compétences techniques que tu auras généralement acquis au préalable dans tes expériences précédentes, c'est vraiment un poste qui va avoir un rôle stratégique et orienté business. Et en fait, ce poste, il va te demander de sortir encore plus de la technique des postes dont on a parlé précédemment. Typiquement, tu vois, quand tu es CTO, ton rôle, ça va être de définir la stratégie technique de ton entreprise en fonction des objectifs business. Ça va être de recruter et de construire tes équipes pour pouvoir parvenir à ces différents objectifs. Et ça va aussi être de s'assurer que la partie tech, ça va soutenir la croissance de ton entreprise. Et tu vois, quand tu es CTO, bien sûr qu'il faut que tu comprennes la technique. Par contre, tu vas plus écrire de code, ou en tout cas beaucoup moins. C'est pas toi qui vas faire des code reviews et c'est pas non plus toi qui vas prendre les décisions techniques au quotidien. Ça, tu vois, c'est plus quelque chose que tu vas déléguer à tes équipes. D'ailleurs, je pense que c'est une vraie compétence de savoir déléguer. C'est pas facile, tu vois, de lâcher en fait, de lâcher du lest à ce niveau-là, parce que ta responsabilité, ça sera vraiment beaucoup plus orienté stratégie et business, et justement comment est-ce que la tech peut servir le business, mais tu auras beaucoup moins les mains dedans. Et en fait, c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment une erreur de considérer le poste de CTO comme l'étape ultime entre guillemets quand tu es dev, tu vois. C'est un peu comme si c'était le dernier échelon de ta carrière, parce que si tu aimes coder, si tu aimes résoudre des problèmes, on va dire, techniques, tu vois, si tu aimes vraiment être dans le concret, et bien dans ce cas, le rôle de CTO, ça risque vraiment de te frustrer. Tout simplement parce que tu vas pas faire ce que tu aimes. Et tu vois, c'est vraiment important de comprendre cette distinction, parce que ce rôle-là, il est vraiment encore plus différent des autres. Et je trouve que ça va te demander un ensemble de compétences qui va être limite encore plus transverse, mais de moins en moins orienté vers la technique. Ok, donc maintenant, on a vu les différents rôles qu'il peut y avoir dans la tech. En tout cas, les principaux rôles que tu peux avoir qui sont quand même assez liés au développement. Et la question que tu pourrais te poser, c'est ok, mais maintenant, en fait, comment est-ce que je choisis, qu'est-ce que je veux faire ? La première chose là-dedans, c'est important que tu oublies ce que les gens considèrent comme une belle carrière, comme la carrière idéale. Oublie ce que font tes collègues et vraiment, ce qui est important, c'est de te concentrer sur toi, ce que tu fais au quotidien, qu'est-ce que tu aimes faire et qu'est-ce que tu n'aimes pas faire. Ensuite, dis-toi que peu importe le rôle que tu vas avoir, ça va dépendre du contexte des missions ou des entreprises sur lesquelles tu interviens. Je vais te partager mon expérience personnelle, mais du coup, donc, je suis freelance depuis maintenant plus de 3 ans et en fait, je suis autant intervenu sur des missions en ayant un rôle de lead dev qu'en ayant un rôle de développeur, donc du coup plutôt senior. Et en fait, tu peux aussi switcher de l'un à l'autre. Ça va dépendre des contextes. C'est pas parce qu'à un moment, tu vois, tu as été lead sur un projet dans un contexte particulier que en fait, tu vas devoir forcément être lead dev sur tous les projets ou sur toutes les missions sur lesquelles tu vas intervenir. Le contexte, c'est vraiment ce qui est le plus important ici. Et c'est pour ça, en fait, je pense qu'il faut pas voir ça comme quelque chose de linéaire. Ça peut vraiment varier en fonction des besoins que vont rencontrer tes clients, tes équipes et surtout de ce que toi tu as envie de faire. Ensuite, peut-être que pour t'aider, peut-être que tu peux poser quelques questions. De manière générale, dans ta journée, qu'est-ce que tu aimes faire ? Est-ce que tu aimes écrire du code ? Est-ce que tu aimes plutôt réfléchir à des sujets qui sont plutôt globaux et à l'architecture de la solution sur laquelle tu vas travailler ? Est-ce que au contraire, ça va être d'avoir un peu un rôle de support avec les équipes, tu vois, de faire en sorte que l'équipe puisse bosser le mieux possible et qu'est-ce que tu peux mettre en avant de ce côté-là vraiment pour contribuer et permettre aux autres membres de l'équipe de ressortir davantage ? C'est vraiment, tu vois, ces questions qui sont importantes pour savoir qu'est-ce que toi tu as envie de faire encore une fois à un instant T. Parce que tu vois, si toi vraiment ce que tu aimes, c'est être dans le code toute la journée, implémenter des choses qui vont être peut-être très techniques, très complexes, voire plein de problématiques de ce genre-là, peut-être que tu te plairas beaucoup plus dans un rôle de développeur. En fait, ça va vraiment dépendre de ce que toi tu as envie et du contexte dans lequel tu peux bosser en ce moment. Donc, je te laisse réfléchir sur ce point-là. En attendant, si tu veux voir un exemple concret d'une compétence technique qui pourra t'aider, en fait, quel que soit le poste que tu vises et quelle que soit ton évolution dans le développement à ce moment-là, je t'invite à regarder cette vidéo dans laquelle je te parle du concept qui a eu le plus d'impact en fait sur ma façon de développer au cours de ces 8 dernières années et qui te permet d'avoir une application qui est facile à faire évoluer et à maintenir.